Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, pour faire le résumé du petit live de ce soir, euh, nous allons voir principalement pourquoi c'est important de reconnaître ses erreurs en tant que parent devant les enfants. Nous allons voir les conséquences de culpabiliser un enfant sur sa vie d'adulte et qu'est-ce que nous allons voir d'autre? Pourquoi en tant qu'adulte, vous n'arrivez pas à pleurer ou à vous connecter à vos émotions? On verra une petite partie à la fin sur ça. Enfin voilà, et puis plein d'autres trucs. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai comme d'habitude à la fin. Et puis, moi, je vais aller sur mon PowerPoint, donc parfois je ne vous verrai pas. OK? Voilà, bonjour Yasmine, bonjour Aurore, bonjour Didier, bonjour tout le monde. Ok, donc c'est parti, on y va. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions hein, sur mon voyage, tout ça, sur d'autres trucs, il n'y a pas de problème. Alors, donc, très rapidement, on va faire un petit résumé, parce que c'est important, même pour les gens qui n'étaient pas là, et puis même pour les gens qui étaient là, des deux psy live, donc de la partie 1 et de la partie 2 de comment accueillir les émotions des enfants. Rapidement, on se fait un petit résumé parce que c'est important de remettre une petite couche tellement c'est fondamental pour les enfants. Donc, on résume. Dire à une émotion, donc à une tristesse, par exemple, non, non, mais sèche tes larmes, arrête de pleurer, c'est rien, etc. Ça empêche en fait l'enfant d'accueillir ses émotions, de pleurer complètement de sa tristesse, et donc ça l'empêche à chaque fois d'être libéré de ses émotions. Et du coup, elles vont s'accumuler à l'intérieur de lui, et ça va faire que parfois son vase émotionnel dans lequel les émotions sont accumulées va déborder, et c'est ça qui va faire que votre enfant va avoir parfois des réactions émotionnelles disproportionnées et donc il va piquer des crises, pleurer, avoir des crises de larmes incompréhensibles, etc. D'accord? Donc plus vous accueillerez au maximum les émotions de votre enfant au quotidien et moins il aura des émotions, des réactions émotionnelles disproportionnées. Ok? Et puis en plus, si vous lui apprenez à dire à sa tristesse de se taire et de ne pas pleurer, et bien quand il grandira, il n'aura pas pris l'habitude de dialoguer avec ses émotions, de les comprendre, et donc forcément il sera pas en paix avec lui-même parce qu'il aura appris à faire taire ses émotions. Ok? Et ça, c'est compliqué d'être heureux en faisant taire ses émotions. Ok? Donc ça, c'était en gros le résumé de la première partie du Psy Life, comment accueillir les émotions des enfants. Et puis, le résumé de la partie 2, c'est que c'est important, en fait, en tant que parent, de vérifier si vos enfants sont au courant que parfois vous avez des émotions, donc que parfois vous avez peur, que parfois vous êtes triste, parce que sinon, s'ils pensent, parce que s'ils vous voient absolument jamais triste, jamais avoir peur, ils vont se dire que ses parents n'ont jamais peur, ne sont jamais tristes, et donc, lui, vu qu'il a peur et qu'il est triste, l'enfant peut se dire qu'il n'est pas normal parce qu'il n'est pas comme papa et maman. D'accord? Donc, il n'est pas normal de ressentir ses émotions. Donc, encore une fois, il va les faire taire ou culpabiliser de les ressentir et avoir une mauvaise estime de lui. Il va se dire qu'il est nul, par exemple, d'avoir peur puisque papa n'a jamais peur. Il va se dire qu'il est nul d'être triste puisque maman, qui elle est normale, bien sûr, n'est jamais triste. Ok? Donc, juste, il ne s'agit pas de pleurer sur leur épaule, mais juste de vérifier si en leur posant la question: «Est-ce que tu penses que papa il a peur parfois? Est-ce que tu penses que maman elle est triste parfois?» Juste de dire: «Bah oui», OK? Pour qu'ils se disent: «Ah OK, c'est bon, donc moi je suis normale puisque papa et maman aussi ressentent des émotions». Donc c'est aussi ça qui va l'inviter à plus vous exprimer ses émotions. OK? Parce qu'il saura que c'est normal. Voilà, et puis on avait vu aussi que, si, vous êtes dépressif et que vous avez des enfants, bien sûr, dites-leur qu'en effet, vous avez beaucoup de tristesse, mais que, ça n'est pas de leur faute et qu'ils n'y peuvent rien. D'accord? Pour ne pas qu'ils portent la responsabilité de votre mal-être sur leurs épaules, parce que sinon, ils risquent de vivre que en fonction de vous, en fait, pour ne pas trop vous en rajouter, pour essayer de ne pas vous rendre triste. Et en fait, ça leur permet pas d'être des enfants, d'être libres et de faire ce qu'ils ont envie de faire spontanément. D'accord? Voilà. Et puis, si aujourd'hui vous êtes adulte et que vous avez des parents dépressifs,
et que peut-être vous en avez souffert dans votre enfance ou que vous continuez toujours à en souffrir aujourd'hui. Par exemple, en vous disant: «Oui, moi, ma mère, elle va mal, elle est pas bien, et du coup, ça me rend triste, et en fait, ça me plombe une partie de ma vie». Posez-vous la question, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que votre maman ne soit pas dépressive ou qu'elle soit heureuse? Donc dans le passé. Ou alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que votre mère, soit complètement heureuse? Et en fait, la réponse est toujours rien. D'accord? On ne peut pas, hem, on ne peut pas, aider les gens, enfin on peut en tant qu'enfant, on va pas faire le travail de psychothérapie de son parent, en fait, d'accord? Donc oui, peut-être que si vous lui envoyez, un petit bouquet de fleurs, ou que vous allez la voir une fois de temps en temps, OK, peut-être que vous allez lui apporter un moment de bonheur, mais c'est pas ça qui va, enlever, les couches de souffrance que votre parent dépressif, a au fond de son cœur, d'accord? Donc c'est important de prendre conscience que, vous ne pouvez pas résoudre le problème, pour arrêter d'espérer que vous pouvez résoudre le problème, en fait. Parce que sinon, vous portez cette responsabilité-là et en fait, vous ne vivez pas pour vous, mais toujours en fonction de votre parent. Mais du coup, vous n'êtes pas libre de vivre votre vie. OK? Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous me racontez dans le live? Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, voilà. Donc, ça, c'était pour le résumé. Dans ce psy live, que va-t-on voir? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi c'est important en tant que parent de reconnaître ses erreurs auprès de ses enfants. On verra les conséquences de culpabiliser un enfant dans sa vie d'adulte. On verra quoi faire quand vous voyez votre enfant souffrir. Quelle est la bonne attitude, à mon avis, à adopter. On verra aussi, si vous êtes adulte et que vous n'arrivez pas à pleurer, on verra quelques causes possibles. Ok? Donc c'est parti. À la vôtre, bien sûr. Alors, pourquoi c'est important, en tant que parent, de reconnaître ses erreurs auprès de son enfant? Alors, hem, quand on n'a pas forcément fait de travail sur soi, c'est pas forcément facile de reconnaître qu'on a fait une erreur et c'est plus facile de faire genre on n'a pas fait d'erreur quand, on a autorité sur la personne et notamment sur l'enfant. OK, donc ça peut être aussi une question de facilité. Mais parfois les parents, ils se disent, avec une bonne intention, a priori, bah, si je reconnais que j'ai fait une erreur auprès de mon enfant, du coup, c'est comme si, je n'étais plus sécurisante pour lui, en fait. C'est comme si je perdais mon statut, d'adulte, qui peut vraiment, le sécuriser parce qu'en fait, c'est comme si je lui montrais une faiblesse, d'accord? Donc non, pas du tout. En fait, c'est très important si un jour vous faites des erreurs auprès de vos enfants, si vous les punissez injustement, vous vous en rendez compte après, d'accord? Ou par exemple que vous vous emportez et que vous dites des choses que vous ne pensez pas forcément. C'est vraiment important, après coup, de revenir auprès de l'enfant et de lui dire, écoute, là, voilà, j'ai été en colère, mais je n'aurais pas dû te dire telle et telle chose parce que je ne les pense pas et voilà, c'était pas juste, d'accord? C'est très important. Pourquoi c'est très important? Premièrement, parce que, heu, vous lui montrez que même super papa, même super maman, donc même ses modèles, d'accord? Même les personnes auxquelles il s'identifie, même ses héros sont humains et peuvent faire des erreurs, d'accord? Et du coup, ça va faire quoi? Ça va faire que si vous pouvez faire des erreurs, ça veut dire que lui aussi, il peut faire des erreurs et que c'est pas dramatique. Et on sait à quel point, il y a plein d'enfants, en fait, qui, ne supportent pas d'échouer, qui ne supportent pas de faire une erreur. Eh bien, si vous reconnaissez parfois que vous faites des erreurs et qu'on n'en fait pas une maladie, mais que vous la reconnaissez et que vous vous excusez, eh bien, ça va apprendre à votre enfant que, lui aussi, il peut faire des erreurs et que ça ne veut pas dire qu'il est nul. Parce que si, en tant que parent, vous n'admettez jamais faire d'erreur, déjà, vous lui montrez un mensonge, en fait, puisque c'est comme si vous étiez surhumain, d'accord? Donc vous lui montrez l'image d'un modèle, bah, déjà qui est fausse, OK? Donc c'est compliqué de s'identifier à quelqu'un, d'essayer de devenir comme quelqu'un si, en fait, vous lui vendez, une image qui est fausse, en fait. C'est comme si, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si,
Comme les femmes, certaines femmes peuvent se sentir super mal parce qu'elles ne ressemblent pas à la nana du poster qui est passée sous Photoshop. Mais en fait, du coup, une femme peut se sentir mal et avoir une mauvaise estime d'elle-même parce que elle n'accède pas au modèle, mais en fait c'est faux. Et bien là, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que un enfant peut se dire qu'il est super nul d'échouer ou de faire des erreurs puisque son modèle ne fait jamais d'erreur. Mais c'est faux en fait. D'accord? Donc plus vous montrerez comme des personnes étant capables de faire des erreurs, plus votre enfant s'acceptera tel qu'il est, c'est-à-dire humain, qui peut faire des erreurs une fois de temps en temps. Ok. En plus, si vous reconnaissez vos erreurs, vous lui apprenez non seulement qu'il peut faire des erreurs et que c'est ok, mais vous lui apprenez aussi que quand on fait une erreur, c'est important de la reconnaître, d'aller s'excuser auprès de la personne concernée. D'accord? Donc ça va aussi, vous imaginez ce que ça peut changer dans notamment ses relations avec son entourage plus tard, notamment dans son couple. Ok? Ce sera quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et sait s'excuser. Et donc ça, dans les relations de couple, ça évite bien des disputes. D'accord? Il y a plein de relations de couple où ça va pas parce que personne ne reconnaît son erreur ou ne se remet en question. OK? Et puis aussi, parfois, les parents, ils se disent, si je ne reconnais pas ce qui pourrait être considéré comme une erreur ou si je ne reconnais pas mon manquement, ce manquement ne va pas exister. D'accord? Si je le nie, en fait, ça n'existe pas. Alors ça, c'est faux. Ou alors la personne, elle dit, mon enfant ne va pas en souffrir. Exemple. Euh, Maman ou papa, j'en ai marre, t'es jamais là, OK? Et là, vu que, par exemple, la maman voudrait être plus là, elle va dire, «Mais non, c'est pas vrai, i regarde, parfois je suis là», et cetera, d'accord? Au lieu de reconnaître, en fait, bah oui, c'est vrai, je suis vraiment pas souvent là et d'accueillir les émotions de son enfant et de pouvoir permettre à l'enfant d'exprimer son ressenti par rapport à l'absence de sa maman, par exemple, OK? Parfois, les parents, ils se disent: si mon enfant souffre d'une situation ou me reproche une situation, il faut absolument que je change complètement la situation, sauf que c'est pas possible, là, dans l'instant T, de la changer. Donc, ils vont la nier. Alors que les enfants, ils sont beaucoup moins exigeants que ça. Et je vous le dis parce que moi, dans mon cabinet de consultation, je ne change pas forcément le quotidien des familles, mais en fait, j'ai de la communication et ça fait que les enfants souffrent moins de certaines situations qui sont les mêmes et qui n'ont pas changé. Donc, par exemple, un enfant dont la maman n'est pas là, alors bien sûr, il aimerait bien qu'elle soit là, mais le plus important, c'est qu'elle ne nie pas sa souffrance, en fait, qu'elle ne dise pas: «Non, mais c'est pas vrai, je suis quand même là». D'accord? C'est important que la maman ou le papa reconnaissent: «Bah, tu raison, c'est vrai que je suis pas souvent là. Peut-être ça te rend triste, peut-être je te manque. Est-ce que je te manque? Oui, OK, je comprends, d'accord? Donc reconnaître la validité de la souffrance de l'enfant au lieu de dire: «Non, non, 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 mais de toute façon, tu t'en souffres pas, c'est pas vrai» et et encore une fois, la justification dont j'avais parlé la dernière fois. D'accord? Donc, ne surtout pas dire, «Non, mais en même temps, qui va payer les factures?» Non, c'est pas ça la question, en fait. C'est juste reconnaître les faits et reconnaître la souffrance que produisent les faits chez l'enfant. Et avec ça, l'enfant, il est OK. D'accord? Donc, de dire: «Bah, je comprends que je te manque, je comprends que ça te fasse souffrir, je comprends que tu en sois triste». OK? Et en effet, c'est vrai, je ne suis pas souvent là. Autre exemple, parfois, je sais pas moi, si un enfant il dit: «Non mais c'est n'importe quoi, tu me mets des claques», par exemple et le parent va dire: «Non, c'est juste quand tu m'as énervé». D'accord? Et donc là, on voit encore une fois qu'il nie le fait qui fait souffrir l'enfant et après il se justifie. OK? Sauf que c'est très important de reconnaître les faits avec les enfants. Pourquoi c'est si important? Parce que si vous lui dites: «Non», donc lui il entend: «Non, c'est pas vrai, je te mets pas de claque»,
En fait, c'est comme si vous le traitiez de menteur, d'accord? Non, je te tape pas. Par exemple, un parent va dire: «Oh non, mais c'est bon, non, c'est pas fort». Mais en fait, c'est pas la question. Tu me tapes, en fait. J'ai pas dit que c'était fort ou pas fort, tu me tapes, d'accord? Donc ça, c'est très important de reconnaître. Pourquoi? Parce que, donc comme je disais, si vous niez la réalité des faits, c'est comme si vous le traitiez de menteur et parfois, c'est pour ça qu'un enfant va se mettre à mentir. C'est parce que son parent lui ment, d'accord? Mais le parent, si vous lui dites: «Bah, vous lui mentez», il va dire: «Mais pas du tout, en fait. Nous, on n'est pas dans le mensonge dans notre famille». Bah si, de cette manière-là, d'accord? Donc ça peut être une explication qui fait que un enfant ment, d'accord? Donc vérifiez si votre enfant ment, que vous n'avez pas cette habitude de nier les faits, qui ne vous arrangent pas forcément ou que vous savez que voilà, ce serait pas mal de changer, vérifiez si vous niez ça, d'accord? C'est vraiment important de reconnaître les faits, même si peut-être vous aimeriez, ne pas avoir ces comportements-là, OK? Et puis deuxième chose, c'est très, très important, de ne pas dire: «Non, je te mets pas de claque» ou «Non, c'est pas fort». C'est important de reconnaître que vous lui mettez des claques si vous lui mettez des claques, peu importe l'intensité des claques. Parce que sinon, si vous lui dites non, c'est comme si vous lui disiez: «Ce que tes yeux voient, ce que ta joue ressent, c'est faux». Donc ça veut dire que tes ressentis, tes perceptions mentent. Tes yeux mentent. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'un enfant peut, perdre confiance en lui. Puisqu'en fait, il va perdre confiance en ses ressentis, en ses perceptions. Et du coup, il va perdre confiance en lui. Et plus tard, si, je dis n'importe quoi, si, il découvre, sa femme en train de le tromper et vraiment, la réalité, elle est là devant ses yeux. Si sa femme lui dit: «Mais non, pas du tout, tu as mal vu», d'accord? Alors qu'il a très bien vu, il va plus croire sa femme qui est en train de mentir que ses propres yeux qui ont vu, la tromperie. Parce qu'il aura appris dans son éducation à croire plus l'extérieur qui ment, de manière, involontaire ou je ne sais quoi d'autre, ou volontaire dans ce cas-là. Il aura plus appris à croire l'extérieur que faire confiance à ses ressentis, ses perceptions. D'accord? Donc c'est vraiment important de reconnaître les faits dans votre éducation. OK? Donc de reconnaître que, bah oui, c'est vrai, parfois je te mets des claques. Bah oui, c'est vrai, je ne suis pas beaucoup là. Au lieu de vous justifier ou de chercher à nier la réalité en se disant: «Non mais attends, si je dis qu'en fait je suis beaucoup là, il va pas souffrir du fait que je sois pas là». Non, ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Et ça a les conséquences que je viens de décrire. Alors, vous avez eh ben, dis donc, je vois qu'il y a plein de questions. Je crois qu'il y a plein de questions. Donc on va passer au point suivant. Mais je vais faire une petite pause question, tiens, aujourd'hui, entre 2 points. Sur Insta aussi, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, coucou Bruno! Il y a Bruno, le directeur de l'ONG PSIMES qui m'a reçu au Bénin, qui est là. Alors, Touta Yasmine, qu'est-ce que nous pouvons faire pour guérir la dépression? Eh bien, Yasmine, je vous invite à regarder le psy live que j'avais fait sur la dépression il y a un moment maintenant, que vous retrouverez dans les vidéos sur ma page et où j'explique pendant 1 heure et demie comment guérir de la dépression et d'où ça vient. Alors, autre question. Othman, à quel âge on peut considérer les comportements inattendus de nos enfants, j'imagine, comme des troubles de conduite? Je ne comprends pas. À quel âge peut-on considérer les comportements inattendus de nos enfants, ah oui, comme des troubles de conduite? Mais c'est pas une question d'âge en fait, c'est une question de comportement. Je veux dire, peu importe le comportement, je ne sais pas ce que ça veut dire en plus, trouble de conduite. Moi, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est hem, quel comportement de vos enfants montre que vos enfants souffrent physiquement, émotionnellement. Hem, bah, je sais pas moi, enfin, c'est pas une question d'âge, en fait. Par exemple, un enfant, qui fait des terreurs la nuit, bon, bah, là, c'est qu'il y a un problème à régler, par exemple.
OK, je ne sais pas si, vous avez une question, particulière, Othman, mais, allez-y, n'hésitez pas, hein. Si un enfant, il a des réactions émotionnelles disproportionnées qui vous paraissent complètement, disproportionnées et illogiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre aussi. D'accord? C'est pas une question d'âge. Bon, on continue. Donc, maintenant nous allons voir les conséquences de culpabiliser un enfant, notamment, dans sa vie d'adulte. Alors, ça se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les parents, parce qu'ils savent pas forcément comment faire d'autre, ils vont dire à leur enfant pour qu'il arrête de faire des bêtises ou pour qu'il se tienne tranquille, hem, maman elle est triste par exemple, si tu restes pas sage ou fais plaisir à maman, en ne bougeant pas ou ce genre de choses, d'accord? C'est-à-dire que là, on voit que le parent lie le comportement de l'enfant à son émotion. C'est-à-dire que ça va être de ta responsabilité que maman soit triste ou elle soit joyeuse. Donc ça, les gars, on arrête tout de suite. On arrête tout de suite parce que, c'est beaucoup trop lourd à porter comme responsabilité sur les épaules des enfants et ça a des effets absolument catastrophiques sur leur vie d'adulte. Donc, trouvez un autre moyen de faire, de faire avec vos enfants, mais pas celui-là, en fait, vraiment. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme si ça emprisonnait l'enfant. Il était complètement, lié à votre bien-être ou à votre mal-être et donc il va vraiment apprendre que, en fonction de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, son entourage est heureux ou malheureux et ce sera de sa responsabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'âge adulte, il va tout faire en fonction, non pas de ce qu'il a envie de faire, mais en fonction de son entourage. Ça va faire que plus tard, il sera complètement dépendant du regard des autres, puisqu'il se dira que, si on n'est pas content de lui, c'est de sa faute à lui et que c'est important qu'on soit content de lui. Donc ça veut dire qu'il va faire pour faire plaisir aux autres. Donc il va pas du tout s'écouter et il va vivre sa vie en fonction de ce que son entourage attend de lui et pas du tout de ce que son cœur lui dicte, en fait. Donc vous voyez les conséquences que ça a, c'est absolument énorme, d'accord? Donc voilà, soyez conscients de ça. Voilà, je peux donner des exemples, hein. Ça va faire quoi? Ça va faire que, plus tard, il osera pas divorcer de sa femme avec qui il est, extrêmement malheureux, parce que, il aura trop peur de la faire souffrir. Est-ce que vous avez envie que votre enfant, fasse ça? Alors peut-être, hein, voilà, après c'est votre choix, mais c'est vraiment important d'avoir ça à la conscience. Ou ça va faire que, il va jamais dire ce qu'il pense parce qu'il aura peur, que ça fasse souffrir les autres. Mais du coup, il sera tout le temps faux dans ses relations, il pourra jamais être honnête. Donc ça veut dire qu'il pourra jamais être dans une, dans une relation authentique. D'accord? Ça a ce style de conséquences-là. Donc il y a pas longtemps, sous un post, que j'ai fait sur ma page, il y a un monsieur qui a commenté et qui a dit, «Oui, voilà, c'est toujours pareil, c'est de la faute des parents, si les enfants ils vont pas bien et tout ça». Alors, heu, bah, malheureusement ou heureusement, en grande partie oui, en effet, mais en fait de manière très logique. C'est juste que, les enfants ils vont apprendre à agir dans la société en fonction de comment leurs parents ou leur entourage, quand ils étaient petits, ont agi en fonction d'eux. Donc évidemment que les parents ont une, énorme, enfin, ont une grande responsabilité sur, l'apprentissage, relationnel, des enfants, bien sûr. Mais on peut aussi se dire que c'est un truc merveilleux et en plus, il n'est pas question de ne pas faire d'erreurs en tant que parent. C'est même pas ça, d'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure, Hem, c'est important de reconnaître ses erreurs en tant que parent et de pouvoir être dans le dialogue vis-à-vis de ses
avec ses enfants pour discuter de leurs ressentis par rapport à votre erreur, par rapport à votre manquement, etc. Et les enfants, en fait, ils veulent juste ça. Et moi, je le vois toute la journée en psychothérapie. Quand les gens, ils arrivent à l'âge adulte, en fait, ils ont juste besoin que leurs parents reconnaissent leurs erreurs et disent, par exemple, bah, c'est vrai que, voilà, je t'ai tapé dessus, bon, excuse-moi, tu le méritais pas, ou j'aurais peut-être pu trouver une autre méthode, d'accord? Ou, je sais pas moi, excuse-moi de t'avoir autant critiqué, j'aurais peut-être, voilà, parce que je suis fière de toi et c'est vrai que je te l'ai jamais dit, d'accord? Mais ça, c'est absolument énorme, en fait. Heu, les parents, qui se remettent en question, c'est des cadeaux pour les enfants. Et ça leur évite une psychothérapie plus tard. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment pas: «Non mais ça veut dire que je peux pas faire d'erreur en tant que parent». Pas du tout. C'est juste toujours reconnaissez vos erreurs et ouvrez le dialogue avec vos enfants. N'ayez pas peur de vous remettre en question parce que c'est vous remettre en question qui va permettre à l'enfant de pouvoir exprimer ses émotions et en fait, c'est ça qui va le libérer. Vous voyez? Donc c'est comme ça que vous pouvez réparer vos erreurs et en plus, je veux dire, c'est pas parce que vous, acceptez de reconnaître vos erreurs en tant que parent que vous êtes un mauvais parent. Pas du tout. Pour moi, un bon parent, c'est juste un parent qui est capable de se remettre en question, en fait. En plus, là, vous êtes en train d'apprendre des notions. Peut-être que vous n'aviez pas ces notions avant, donc peut-être que, vous n'étiez pas, conscient de toutes les conséquences que certains de vos actes pouvaient avoir sur vos enfants. Donc je veux dire, voilà, vous avez fait, comme vous pouviez, OK? Voilà, je vous fais un petit tour, sur, vos questions. Pour l'instant, il y en a pas. Vous pouvez, commencer à les poser, hein, j'y répondrai tout à l'heure. Alors, que faire quand votre enfant, vous le voyez souffrir? Quel comportement adopter? Donc c'est une proposition que je vous fais, hein. Parce que en effet, on peut se poser la question, mais quel équilibre trouver entre, donner de la place à l'émotion de mon enfant et moi, donner de la place aussi peut-être à mon émotion, donc par exemple à ma tristesse de voir mon enfant souffrir. OK? Hem, donc que faire par exemple quand ça vous fait pleurer de voir votre enfant pleurer? En fait, ce qui traumatise les enfants la plupart du temps, c'est qu'ils paniquent en fait à l'idée de voir leurs parents pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre société, on a appris que: «Ah là là, mon Dieu, pleurer, c'est pas bien, au secours, il faut absolument faire quelque chose et consoler la personne». D'accord? Alors ça, c'est totalement faux, OK? Puisque moi, c'est ce que j'explique, aux enfants. Pleurer, c'est super en fait. Pleurer, c'est la tristesse qui sort. Alors que ne pas pleurer, c'est garder la tristesse à l'intérieur et c'est à ce moment-là qu'elle fait mal, d'accord? Donc c'est quelque chose de positif quand quelqu'un pleure. Parce que, de toute façon, la souffrance, elle est à l'intérieur du cœur de la personne et si elle pleure, c'est positif parce que la souffrance, la tristesse, elle peut sortir, d'accord? Moi, je suis, contente toute la journée quand je vois les gens pleurer dans mon cabinet parce que en fait, ils sont en train de se libérer et ça, c'est pas triste, en fait. Ce qui est triste, c'est quand ils gardent la souffrance à l'intérieur d'eux et qu'ils ne peuvent pas s'en libérer, OK? Donc vous pouvez dire ça aussi aux enfants, à vos enfants. Bah, en fait, tu sais, quand on pleure, c'est super parce qu'en fait, c'est comme si, on laissait parler la tristesse et du coup, ça la libère, OK? Après, on se sent mieux. Donc si votre enfant vous voit pleurer, parce qu'il pleure, de lui dire: «Bah, écoute, c'est normal, je suis ta maman, je suis ton papa. Du coup, ça me fait pleurer de te voir pleurer parce que, on est super connectés ou parce que je suis ton papa, je suis ta maman et du coup, c'est normal que ça me fasse quelque chose. Mais c'est pas mauvais, en fait, je suis en train de, voilà, de partager ta tristesse avec toi. Heu, mais du coup, tu n'as pas à essayer de me consoler, tu n'as pas à essayer de me faire arrêter de pleurer puisqu'en fait, ma tristesse, elle est normale et en fait, ça me fait du bien de l'exprimer, de la laisser pleurer pour pouvoir en être libérée. D'accord? Et du coup, ça va faire que, votre enfant ne va pas, considérer que c'est une mauvaise chose de vous voir pleurer. Donc il ne va pas ravaler ses larmes pour éviter que vous pleuriez, donc il va pas garder sa tristesse à l'intérieur de lui. OK? Et puis en plus, voilà, il va pas essayer il va pas se sentir, coupable de votre tristesse. D'accord? Si vous lui montrez qu'en fait,
Avoir de la tristesse, c'est normal en tant qu'être humain et la pleurer, c'est génial, super, OK? Il y a pas longtemps, je discutais avec, des ados, lors d'une séance et du coup, je leur ai expliqué ça, qu'en fait, c'était quelque chose de positif quand les tristesses, elles pleuraient et à la fin, je leur ai demandé: «Bon, est-ce que maintenant que vous savez ça, vous venez avec moi dans le groupe des gens qui sont super contents quand les gens pleurent?» Vous voyez? Ils m'ont dit: «Oh ouais, OK, super». D'accord? Et du coup, plus tard, ils vont arrêter de considérer que, les larmes, c'est quelque chose de négatif, mais c'est encore quelque chose qui est trop ancré dans notre société. Donc commencez, si vous le souhaitez, à, voilà, à dire à vos enfants, en fait, c'est génial quand on pleure, OK? Une tristesse particulière. Parce que parfois, voilà, c'est pas génial quand on pleure des tristesses qu'on comprend pas ou c'est à ce moment-là. Et là, du coup, un psy, un thérapeute peut vous aider, ou pas si vous le souhaitez. OK? Voilà, donc c'est fini pour ce point-là. Bien sûr, Anaïs, elle dit, «On a le droit de se tromper». Mais bien sûr! Et puis j'ai envie de dire, il vaut mieux se tromper en tant que parent, parce que si vous vous trompez pas, ce qui n'est pas possible, vous montrez à vos enfants, heu, qu'un être humain normal ne se trompe pas. Donc en fait, vous ne l'autorisez pas à se tromper. OK? Donc là, il y a un gros problème. OK? Alors que si, bah ouais, parfois papa il se trompe, bah ouais, parfois maman elle se trompe, bah oui, parfois Antoine il se trompe, et c'est pas grave en fait. Alors, Abdel, Lucie, oui, j'imagine que c'est à moi que tu t'adresses, Abdel. Lorsqu'un enfant éprouve une émotion, ma question est comment pouvons-nous l'aider à avoir conscience de ce qui se passe en lui? Heu, Bah, ça, c'est ce que j'ai développé, dans la partie 1 de ce Psy Live. Donc, petit rappel, l'aider, à savoir si c'est de la quelle est l'émotion qu'il ressent. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est du dégoût? Moi, c'est vraiment avec celle-ci que je travaille, mais voilà, vous pouvez, agrandir, votre vocabulaire, pour dire: «Mais est-ce que tu es frustré, de pas aller, dormir chez papy et mamie?» ou je ne sais quoi d'autre, d'accord? Vraiment bah, peut-être de regarder la situation qui, a priori, a déclenché son émotion et vous pouvez aussi faire des hypothèses sur ce que votre enfant ressent, d'accord? Toujours si c'est vous qui proposez, proposez-le sous la forme d'hypothèse, hein. Ne venez pas plaquer, votre idée, par rapport à ce qu'il ressent. Ne lui dites pas: «Bah, de toute façon, moi je sais mieux que toi ce que tu ressens ça». Non, d'accord? Mais vraiment, bah, est-ce que tu es frustré, de ne pas pouvoir aller au zoo? Est-ce que, de poser des questions, d'accord? Et c'est vrai que plus les enfants sont petits et plus ça va être à vous de faire ce travail-là, d'accord? Donc moi, ce que je fais avec les petits enfants, je leur fais des propositions et puis je leur dis, «Tu me fais ça si j'ai bon, tu me fais ça si j'ai pas bon, tu me fais, ça si j'ai bon», et en plus ils adorent parce que c'est ludique, quoi. Hem, est-ce que tu es en et même un enfant qui pleure, il peut faire comme ça. Est-ce que tu es triste parce que nanani nanani nan? Oui, d'accord? Et du coup, là, vous l'aidez à mettre des mots sur ses émotions et à comprendre, ce qui se passe à l'intérieur de lui. OK? Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question, Abdel. Benoît, n'y a-t-il pas une limite entre accueil des émotions et l'enfant et gestion de son mal-être? Ne faut-il pas encaisser les émotions et se mettre en protecteur de ce qui lui arrive? Oui. Vous voulez dire, est-ce qu'il faut, si l'enfant pleure ou est mal, est-ce qu'il vaut mieux pas, serrer les dents qu'il ne nous voit pas pleurer et du coup être en protecteur? Ça, c'est la question de Bruno. Alors, là, ce que je vous ai dit juste avant, c'est si jamais il vous arrive de pleurer, de voir votre enfant pleurer, que faire? OK? Après, si c'est très fluide et que dans la famille, tout le monde est très habitué à parler des émotions et à ne pas les voir comme quelque chose de négatif,
Je pense vraiment pas que ce soit un problème. Mais c'est vrai que sinon, les enfants ont beaucoup tendance à paniquer, quand ils voient un parent pleurer ou, à se sentir responsable de sa tristesse. Donc, en effet, moi, par exemple, voilà, il y a pas longtemps là, au Bénin, il y a un petit garçon, absolument merveilleux, qui a accueilli, sa tristesse en ma présence et franchement ça m'a émue. Bah, j'ai pas laissé, mes larmes couler, parce que je voulais pas en fait qu'il soit défocalisé de la concentration, vis-à-vis de sa propre tristesse. Je voulais pas qu'il sorte de l'écoute de sa tristesse et qu'il soit pollué par la mienne en fait. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément dramatique en soi. Heu, Bien sûr que si, par exemple, votre enfant a peur, je pense que ça dépend Benoît, ça dépend des situations. Mais bien sûr que si votre enfant, il est terrorisé, la nuit, déjà, il faut comprendre pourquoi. Mais si vous vous mettez à côté de lui dans le lit et que vous dites: «Mais moi aussi, je suis terrorisé heu, qu'il y ait un voleur qui arrive, bien sûr que, ça, c'est pas possible parce que, lui, à ce moment-là, il a besoin d'un protecteur et de quelqu'un qui lui dit: «Bah, il y a personne qui va venir, voler, dans la maison» et cetera. Donc oui, oui, tout à fait, Benoît. Oui, sur Instagram, vous me posez la question: «Est-ce que ce chat, heu, sur ce chat, on peut vous poser des une question?» Oui, bien sûr, avec plaisir. Posez-moi des questions. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, Anna, même un psychothérapeute peut avoir des larmes aux yeux en entendant quelqu'un de triste? Point d'interrogation. En expliquant la différence entre son émotion et celle de thérapeute, je pense que oui. Alors, moi je sais que ça m'arrive. Parfois, ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux en psychothérapie, en tant que psychothérapeute. Mais ça va peut-être faire bizarre de m'entendre dire ça, mais c'est toujours stratégique. C'est-à-dire que je le fais pas n'importe comment. Ok. Euh, je les laisse sortir parce que je sais que ça va avoir une utilité pour la personne, en fait. Euh, Par exemple, quelqu'un qui a du mal à trouver que c'est, horrible ce qu'elle a vécu ou ce qu'il a vécu, de voir l'émotion d'un autre être humain va aider son cerveau à se rendre compte de l'horreur de ce qu'elle est en train de raconter, d'accord? Notamment si elle est coupée de ses émotions ou si elle minimise complètement les horreurs qu'elle a vécues. Voyez? Donc là, ça peut être intéressant. Ou sinon, peut-être aussi que de voir un autre être humain ressentir ses émotions devant elle ou devant lui, va l'autoriser à laisser monter ses émotions, d'accord? Mais il faut faire très attention, on n'est pas là, en tant que psychothérapeute pour éclater en sanglots avec les gens, quoi, d'accord? Parce que, on ne sait pas, bah, déjà c'est voilà, c'est pas forcé enfin, c'est pas l'endroit et puis, là du coup, on est là, vraiment, pour écouter les émotions de la personne et pas les nôtres, en fait. Donc, elle doit vraiment avoir toute la place, OK? Même si, dans certaines circonstances, ça peut être utile, à la psychothérapie, que, le psychothérapeute, ait, des émotions, OK? Mais il faut faire attention parce que si vous êtes face à un consultant qui, toute sa vie s'est senti, coupable ou responsable de la souffrance, ou de la tristesse de sa maman, par exemple, qu'il a vu pleurer, si, le thérapeute pleure, il va se sentir, responsable et coupable de sa tristesse et voilà, du coup, il faut faire attention, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, bon, coucou Ilo, on va, on va continuer puis on reviendra, à vos questions, tout à l'heure. Mais de toute façon, ce psy live, va être, un peu plus court. Je vais faire des petits lives plus courts parce que je trouve qu'1 heure et demie, 2 heures, c'est trop long. Donc je crois que c'est le dernier point ou l'avant-dernier point qu'on avait à voir par rapport à ce psy live. Alors,
j'arrive pour votre question sur Insta. Je finis ça. Donc, pourquoi en tant qu'adulte, vous n'arrivez pas à pleurer? OK? Si là, dans le Psy Live, il y a des gens qui, en tant qu'adultes, n'arrivent pas à pleurer, je vais, vous, proposer un certain nombre de possibilités, mais peut-être vous vous retrouverez dedans, peut-être que ça vous concerne et peut-être que pour vous, c'est une autre raison. OK? Donc, la première question à vous poser, c'est, si vous n'arrivez pas à pleurer, c'est déjà vous reposer la question, est-ce que vraiment vous avez envie de pleurer? Ça, c'est la première question à vous poser. Parce que parfois, les gens, ils viennent me voir en consultation et ils me disent: «Je n'arrive pas à pleurer» et je leur demande: «Mais est-ce que vous essayez? Est-ce que vous avez envie d'y arriver?» «Ah bah non». OK, d'accord. Donc en fait, c'est logique du coup que vous n'y arriviez pas puisque vous n'essayez pas de le faire. OK? Donc ça, c'est la première chose. Enfin, vous n'avez pas envie de le faire ou pas vraiment envie. OK? Ensuite, la deuxième question à vous poser, c'est, est-ce que vous n'arrivez pas à pleurer parce que vous êtes complètement coupé de vos émotions, donc vous ne ressentez même pas la tristesse? Ou est-ce que vous ressentez la tristesse, mais vous n'arrivez pas à pleurer? OK? Là, on va surtout parler du deuxième cas. Donc si vous ressentez la tristesse, mais que vous n'arrivez pas à pleurer, ce qui est important, c'est de vous observer, d'observer ce qui se passe. Par exemple, est-ce que vous vous dites: «Bah non, parce que si je pleure, ça voudra dire que je suis faible». OK? Donc ça veut dire que, sûrement dans votre enfance, vous avez appris que pleurer, c'est être faible. Donc de vous poser la question en tant qu'adulte: «Est-ce que je pense toujours que pleurer, c'est être faible?» D'accord? Ou peut-être qu'en réfléchissant, vous allez vous dire que, bah non, ça n'est pas être faible d'accepter d'accueillir une émotion douloureuse qui fait mal et au contraire, c'est être fort, d'avoir le courage d'écouter ce qui est douloureux à l'intérieur de vous. OK? Donc dans ces cas-là, par exemple, pour réussir à pleurer, c'est un exemple, de pouvoir dire à voix haute: «Quand j'étais petite ou petit, on m'a fait croire que j'étais faible si je pleurais, sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me rends compte que je suis très courageuse si j'accueille ma tristesse et donc je souhaite accueillir ma tristesse parce que, voilà, c'est pas du tout faible, c'est très courageux, j'ai envie de la ressentir et cetera». Et parfois, rien que ça, souvent même, notamment en psychothérapie, moi je le vois, souvent ça suffit pour faire monter la tristesse. Tiens, je vais vous raconter un truc personnel, ça m'arrive pas souvent, mais là ça m'est venu. Je me souviens un jour, je me suis levée et je me sentais pas bien durant mon travail de psychothérapie et je me sentais pas bien et je sentais qu'il y avait un truc, qui était lourd et qui avait envie de sortir, mais c'était pas clair. Donc je me suis posée et je me suis demandé: «OK, le mal-être que tu ressens là, il est où exactement dans ton corps?» Ce que je fais avec les gens, avec les consultants dans mon cabinet. «OK, il est là. OK, il est, au niveau de mon ventre. OK. Quelle est l'émotion de ce mal-être? La tristesse? Non. La colère? Non. La peur? Non. La tristesse? Oui, voilà, c'est de la tristesse. OK. Donc j'ai identifié l'émotion qui faisait que j'étais pas bien. Je savais pas trop à quoi elle correspondait et je lui ai dit, c'est comme j'ai parlé à ma tristesse et je lui ai dit: «Bah, dis-moi pourquoi tu es là, de quoi tu es triste et viens, je suis prête à t'accueillir». Bah, vous me croyez ou pas, mais elle est sortie et quand elle est sortie, il y a des choses qui me sont venues en tête et j'ai compris à quoi correspondait ma tristesse, d'accord? Donc rien que le fait parfois d'appeler votre tristesse et de lui dire: «Maintenant, je veux t'entendre», ça suffit à la faire monter, d'accord? Un autre exemple, si vous n'arrivez pas à pleurer, par exemple, il y a des gens qui posez-vous la question: «Comment était accueillie ma tristesse quand j'étais enfant?» Donc par exemple, bah, moi, la personne, par exemple, vous allez vous dire: «Bah, moi, quand j'étais triste, et quand je pleurais, je me prenais des claques». OK? Donc là, à ce moment-là, votre cerveau a compris que quand vous vous autorisiez à pleurer votre tristesse, vous preniez des claques. Donc lui, de manière super sympa, il est là pour vous protéger et il dit: «OK les gars,
On va arrêter de pleurer, comme ça, on va arrêter de se prendre des claques. OK? Et ça, c'est un apprentissage qui a été fait dans l'enfance et qui peut perdurer à l'âge adulte. Donc, c'est important, premièrement, d'en prendre conscience et par exemple, de dire à votre tristesse qui ne s'autorise pas à pleurer: «Écoute, quand j'étais petite, je pouvais pas te pleurer» et vous vous adressez à votre tristesse. Je ne Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais je vous jure, ça marche. Moi, je le fais tout le temps en psychothérapie. Je pouvais pas te pleurer quand j'étais petite parce que quand je te pleurais, je me faisais taper dessus. Mais aujourd'hui, si tu pleures, il y a personne qui va me taper dessus. Je suis en toute sécurité pour t'accueillir. Vas-y, pleure. Et votre tristesse, elle va monter, elle va pleurer. D'accord? Parce que vous aurez inversé la tendance. Vous aurez compris pourquoi vous n'arriviez pas à pleurer et vous lui aurez dit, t'inquiète, plus personne ne va me taper. Et c'est comme ça que une tristesse, elle peut pleurer. Ok. Puis on va prendre un dernier exemple. Par exemple, ce qui vous empêche de pleurer, c'est parce que vous avez honte, vous sentez qu'il y a une honte. Eh bien, encore une fois, posez-vous la question, comment était accueillie ma tristesse quand j'étais petite? Est-ce que on me critiquait? D'accord? Est-ce qu'on me faisait avoir honte de mes émotions? Et si c'est le cas, de dire de dire à voix haute, par exemple, bah, quand j'étais enfant, on me faisait croire que mes émotions, c'était des mauvaises choses. On me faisait croire que je devais avoir honte d'elles, alors qu'en fait, elles étaient tout à fait normales. C'est le comportement des adultes vis-à-vis d'elles qui n'était pas normal. Moi, mes émotions, elles étaient tout à fait normales. Et donc, maintenant que je comprends que mes émotions sont complètement normales, je vais pouvoir les accueillir, puisque j'ai pas à avoir honte, par exemple, d'accord? Bon, parfois, c'est possible de le faire tout seul, mais la plupart du temps, il faudra, vous faire aider d'un thérapeute. OK? Et puis parfois aussi, il y a des choses inconscientes, d'accord? Notamment des traumatismes enfouis, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui a été étranglé quand il pleurait, peut-être tout bébé, j'en sais rien. Hem et du coup, c'est des gens qui vont, être complètement bloqués au moment de pleurer et quand ils sont extrêmement attentifs à ce qui se passe quand ils sont en train de pleurer ou quand ils vont pleurer et bah, par exemple, c'est comme si au niveau de leur gorge, c'était complètement bloqué. Et du coup, d'être le plus, attentif possible pour comprendre que, bah, je sais pas, en fait, quand je pleure ou quand je vais pleurer, c'est comme si j'avais la gorge serrée, OK, mais comme si quoi? Et c'est aussi comme ça qu'on peut retrouver ce qui s'est passé à un moment donné, ce qui les a empêchés de pleurer. OK? Et du coup, une fois que c'est découvert, ça arrête d'avoir un effet. OK? Alors, il y a une question sur Instagram, on va aller voir ce qui ça nous dit. De Twiji, un truc comme ça. Je sais qu'il n'y a rien de mal à consulter un psy, au contraire, mais comment vaincre cette réticence quand on en a besoin? Je n'arrive pas à franchir le pas. Comment le ou la choisir? Alors, Twiji. Bah déjà, donc c'est une question très intéressante, hein. Heu, déjà, peut-être posez-vous la question, de quoi vous avez peur? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Déjà, il faut identifier clairement votre crainte, de quoi vous avez peur ou qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? OK. Ça, c'est la première chose, donc j'aurais besoin de cette réponse-là pour plus vous répondre, si vous voulez si vous voulez la laisser dans le chat. Et puis, comment choisir un psy? Alors ça, c'est une grande question. Hem Bah, la meilleure manière, c'est pas mal de bouche à oreille, hein, même si parfois les gens ils veulent pas forcément dire à leur entourage qu'ils vont voir un psy. Allez voir, sur les sites internet des psys, voir si, ce qu'ils racontent, ça vous parle ou pas. Déjà, ça peut être un premier pas. Hem, Sinon, allez voir mes élèves, ils sont trop forts. Je me lance des fleurs, hein, voilà, et je leur lance des fleurs aussi. Hem Et puis sinon, n'hésitez pas, à essayer différents styles de psy ou différents psys, parce que c'est aussi beaucoup une question de personne et une question de feeling et du coup, essayez et voyez si vous vous sentez à l'aise avec la personne parce que ça, c'est fondamental. Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous sentez que la personne va pouvoir vous aider au fond de votre cœur? Heu et du coup, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à essayer quelqu'un d'autre, d'accord? Alors
Moi, je dirais d'essayer au moins 2 fois, parce que moi, je sais que les gens qui viennent me voir en consultation, parfois la première séance, elle est vraiment hard. Heu, donc c'est bien d'essayer quand même 1, 2 fois. Et ce que j'aimerais vous dire, tiens, aujourd'hui, c'est que parfois, enfin, comment expliquer? Si vous vous sentez pas à l'aise avec un thérapeute, faites-vous confiance à vous, pas au thérapeute. Ne vous dites pas: «Ouais, mais du coup, vu que c'est un thérapeute, il a plus raison que moi». Non, pas du tout, d'accord? Par exemple, un thérapeute qui, vous explique ce que vous devez faire, d'accord? Qui vous donne des conseils dans votre vie, heu, voilà. Moi, je suis pas du tout, d'accord avec cette manière de travailler-là. En tant que psy, on est ou en tant que thérapeute, on n'est pas là pour, heu, dire aux gens ce qu'ils ont à faire dans leur vie. D'accord? Donc faites-vous confiance à vous, OK? Bien sûr que ça va pas forcément être agréable d'aller voir un thérapeute, d'accord? Donc c'est la question, c'est pas: «Ah ben non, je vais pas aller le voir lui parce que du coup, je suis pas, comment expliquer? C'est pas agréable quand je travaille avec lui. Évidemment que quand on sort des émotions douloureuses, difficiles, forcément que c'est pas forcément agréable, de travailler avec un psy. Mais n'empêche que c'est souvent ce travail-là qu'il y a à faire pour, heu, se libérer complètement. Mais voilà, faites-vous confiance, sentez si, le feeling y passe ou pas et n'hésitez pas à changer si c'est pas le cas. OK? Voilà et puis, j'arrive pour les questions. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre avant de terminer, ma présentation? Hem, voilà. Ce qui est important aussi en tant que parent, c'est que, plus vous serez au clair avec vos propres émotions, plus vous aurez vidé votre vase émotionnel dont je parle souvent dans mes vidéos et plus vous serez, apte à accueillir les émotions de vos enfants avec facilité, avec bienveillance. Hem et franchement, Mmh, si les émotions de vos enfants vous insupportent, d'accord? Si d'entendre pleurer votre enfant, c'est insupportable pour vous, clairement, c'est qu'il y a des émotions, à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore écoutées, qui sont insupportables, d'accord? Donc je vous invite à aller travailler au fond de vous parce que c'est pas normal, en fait, d'être insupporté par, les émotions de vos enfants ou les émotions des autres, OK? Donc voilà, donc plus vous serez en paix avec vous-même et avec vos émotions et plus, ce sera facile d'accueillir les émotions de vos enfants et donc plus eux, ils se sentiront écoutés et donc plus leur vase, il pourra se vider au fur et à mesure et donc et donc moins ils auront, d'émotions de réactions émotionnelles disproportionnées et moins ils iront, vous provoquer. OK? Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, Twiggy, nous répond à ma question. Donc il avait peur d'être, ou elle, je ne sais pas, avait peur d'aller voir un psy, donc peur d'être jugé, de demander de l'aide, car écouter ses émotions, c'est être faible. OK, c'est ainsi qu'on vous a éduqué. OK. Et Twiggy, Twige, je ne sais pas comment on dit ça. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est être faible, d'écouter ses émotions? Je vous pose la question, à vous. Et si oui, posons-nous la question, en quoi c'est être faible, d'écouter ses émotions? Voilà, juste je lance la question. Alors, peur d'être jugé, donc là, c'est pas compliqué, un bon psy ne vous jugera pas. Donc vous pouvez essayer et si le psy vous juge ou si vous vous sentez jugé par le psy, eh bien vous prenez vos baskets et vous partez en courant, bien sûr. Mais normalement, voilà, aller voir un psy, notre travail justement, c'est de ne pas juger, d'accord? Donc ça, c'est clair. Alors, vos questions. Il y a une autre question sur Insta de Mallory. Mon neveu de 3 ans et demi était propre et maintenant il ne l'est plus, il fait pipi au lit. As-tu des éclaircissements là-dessus? Alors là, comme ça, avec si peu d'informations, ça va être compliqué. Mais si il a été propre et que maintenant il fait pipi au lit, c'est forcément qu'il y a une raison. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il s'est passé un événement douloureux dans la famille, dans son entourage? Voilà, il y a forcément quelque chose. Après, là, je peux pas dire plus, mais
Du coup, déjà, de se poser la question, est-ce qu'il y a eu un événement douloureux? Est-ce qu'il y a eu un changement qui peut-être n'a pas été parlé avec, avec cet enfant, qui n'a pas été discuté? À voir. Alors Twige, donc je lui ai demandé, donc quelle est la crainte d'aller, voir un psy? Ou est-ce que c'est être faible, d'écouter ses émotions? Non, pas du tout. Au contraire, du coup, je ne sais pas quoi faire de mes émotions et du coup, peur d'être jugée par l'entourage! Ah oui. Ah, par l'entourage! Bah, en même temps, tu pas obligé de le dire, que tu vas voir un psy, à ton entourage. Oui, c'est possible qu'ils jugent, oui, en effet, oui, bah, oui. Et ça, du coup, on n'y peut rien. On peut pas empêcher le jugement des autres. Ça, c'est clair. Mais en même temps, on n'est pas obligé d'aller dire, aux gens, qu'on va voir un psy si on n'a pas envie de le dire, hein. Mais du coup, c'est super puisque pour toi, du coup, ça veut dire que c'est pas être faible d'écouter ses émotions. OK. Donc Mallory qui nous dit que oui, son neveu qui fait pipi au lit là, oui, ses parents sont séparés, il déménage souvent, il a été propre très tôt et plus maintenant et on ne sait pas régler le problème. Bah, déjà voir, si la blessure émotionnelle laissée par, la séparation de ses parents, est-ce que c'est réglé ou pas? Donc de lui demander, voilà, ce que ça lui fait que ses parents, ils se soient séparés, est-ce qu'il a compris pourquoi, ses parents s'étaient séparés? Parce que parfois, hem, l'enfant, il n'est pas au courant, par exemple, ça se passe mal dans le couple de ses parents et du jour au lendemain, les parents se séparent et personne n'explique rien, d'accord? Donc l'enfant, en fait, il est passé de «mes parents sont ensemble et ça se passait super bien» à «ils ne sait plus ils ne sont plus ensemble», mais il y a aucune logique, il y a aucune explication. Donc c'est important d'expliquer aux enfants quand vous vous séparez, quand vous divorcez, bah, en fait, donc il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, mais au moins, on s'entendait plus, en fait, ou on n'était plus d'accord, ou on s'aimait plus, mais au moins, qu'il y ait une logique, en fait, à la séparation des parents. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et puis, de voir, voilà, si ça le rend triste, de discuter un peu avec lui, des émotions, qu'il ressent, par rapport à la séparation de ses parents et au déménagement fréquent s'il déménage, fréquemment. Alors sur Facebook, qu'est-ce que vous me posez comme question? Abdel, la communication de l'enfant est préverbale. Tu es pas souvent tu es pas souvent par le corps? Les gestes et les émotions, l'enfant pleure. Oui, je comprends pas la question là du coup, Abdel. Anaïs nous dit par rapport aux enfants, ils ressentent tout, autant ne pas leur cacher, expliquer et dire que ce n'est pas de leur faute. Exactement, Anaïs. Vous avez tout compris. Les enfants, oui, parfois, parfois les parents ils disent ouais, non mais attends, si je lui en parle pas, du coup, ça va passer inaperçu. Non, pas du tout, non. Comme disait Françoise Dolto, si je dis pas de bêtises, dans une famille, les enfants et les chiens savent tout. D'accord? Donc, autant leur donner la possibilité de discuter et d'exprimer leurs émotions par rapport à ce qui les fait potentiellement souffrir et ne pas nier les choses. Abdel, donc je pense que quand l'enfant pleure ou est en colère, nous devons l'aider à mettre des mots dessus et lui laisser l'espace pour s'exprimer. Oui, exactement. Sandrine, comment corriger un mécanisme de défense face aux émotions mises en place dans l'enfance? Exemple, la dissociation. Alors là, on passe à les techniques thérapeutiques. Tout seul, c'est souvent compliqué hein, de, de passer outre ses propres mécanismes de défense, mais en tant que psychothérapeute, c'est tout à fait possible d'aider quelqu'un à le faire. Donc la dissociation, en gros, on en parlera dans le prochain Psy Live d'ailleurs. La dissociation, en fait, en gros, c'est quand les gens ils vivent des choses trop violentes, donc des émotions trop fortes, et en fait, elles sont trop, 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 trop fortes
pour être ressentie et donc la personne se coupe de ses émotions, d'accord? Donc après, elle est coupée de ses émotions et bien sûr, pour pouvoir se libérer de ses émotions, il faut non pas en être coupé, mais les accueillir. Sauf que quand on en a été coupé dans l'enfance, c'est compliqué de s'y reconnecter. Donc le travail de psychothérapie, il peut aussi être celui-ci, c'est-à-dire aider la personne à se reconnecter à ses émotions douloureuses pour enfin pouvoir s'en libérer. Donc Sandrine est en train de me demander comment on fait. Alors, ça dépend le cas et la situation. Mais, et ça dépend si on sait, si on connaît l'événement auquel correspondent les émotions. D'accord? Est-ce qu'il est enfoui ou pas? Si la personne, elle dit juste, je suis coupée de mes émotions, dans l'absolu, point. Donc la première question à poser, c'est est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous souhaitez vous y reconnecter, bien sûr. Ok. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je fais beaucoup symboliser les coupures. D'accord? Donc, par exemple, je leur dis, bah, les émotions desquelles vous êtes déconnecté, elles sont où dans votre corps? D'accord? Donc, par exemple, bah, elles sont dans le ventre. OK. Donc là, vous n'y avez pas accès à ces émotions-là. OK? C'est comme si quoi? C'est comme si elles étaient enfermées dans une boîte. C'est comme s'il y avait une plaque entre vous et elles. Et du coup, on symbolise le mécanisme de défense. OK? Ensuite, moi, je personnifie le mécanisme de défense, c'est-à-dire que je fais des yeux et une bouche à la plaque ou à ce qui empêche les émotions de passer. Et puis après, on travaille de cette manière en disant, par exemple, au mécanisme de défense, bah, merci de m'avoir protégée à l'époque parce que je ne pouvais pas prendre ces émotions dans la figure qui étaient trop insupportables. Mais aujourd'hui, pour me libérer, je souhaite que tu arrêtes de me protéger, tu arrêtes de me couper de mes émotions et je suis prête à les accueillir. D'accord? Et là, s'il n'y a pas de blocage, bah, le truc il s'ouvre et les émotions, elles remontent. Ok. Mais spécifiquement par rapport à la dissociation, donc quand la personne elle a conscience de l'événement extrêmement violent, mais qu'elle est déconnectée de ses émotions par rapport à l'événement. Bah, par exemple, si la personne elle verbalise l'événement et qu'il n'y a aucune émotion, moi ce que je fais, c'est que je leur demande est-ce que là vous êtes connecté à vos émotions? Non, ok. Quelle émotion vous ressentiriez si vous y étiez connecté? De la peur, ok, elle serait où la peur dans votre corps? Elle est ici, c'est la peur de quoi? La personne verbalise et en fait c'est comme ça qu'elle se reconnecte naturellement à ses émotions. Voilà Sandrine. Aïjra, si une personne a peur de quelque chose dans la vie, comment faire partir cette peur? Alors, Aïjra, Koya, je vous invite à regarder toutes mes vidéos où certaines, je parle de ça. Parce que, en fait, il y a une différence entre... En fait, comment expliquer? Un bébé, s'il lui vit rien arriver, il n'a pas de peur dans son cœur, en fait, d'accord? Et s'il n'y a rien qui lui fait peur dans son présent, il n'a pas de peur, ok? Donc, si nous avons des peurs qui perdurent à l'intérieur de nous, ça veut dire qu'il s'est passé un événement à un moment donné qui a mis cette peur à l'intérieur de nous, qui n'a pas été digérée. Et du coup, comme cette peur n'a pas été digérée, elle reste dans notre présent, ok? Et en fait, parfois, certaines situations peuvent venir réveiller cette peur, ok? Donc, dans ce cas-là, en fait, on s'en fiche de ce qui vient réveiller la peur. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est retrouver ce qui a mis à l'origine la peur à l'intérieur du cœur de la personne pour la libérer. D'accord? Donc, à Ajra, comment faire pour aider la personne à arrêter d'avoir peur de quelque chose dans sa vie? Ben, en fait, il faut retrouver ce qui a mis cette peur à l'intérieur de la personne à la base, en fait. Ok? Salut Benoît, à plus tard, oui, oui, vous pourrez regarder en replay, avec plaisir. Abdel, les pleurs d'un enfant ne représentent pas un caprice, mais une revendication, voire une demande de reconnaissance pour protéger son intégrité. Oui. Alors parfois, les pleurs d'un enfant peuvent représenter un caprice, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais quand les limites, par exemple, fixées par les parents sont pas forcément claires. Ou quand il y a un problème sous-jacent
qui fait que l'enfant voilà, veut attirer l'attention de ses parents parce qu'il y a un autre problème qu'il ne voit pas, par exemple. Ok? Bon, pour l'instant, il n'y a plus de questions sur Facebook. Si jamais vous en avez, allez-y, c'est le moment d'en poser. Alors, voilà, bah, il n'y a plus de questions sur Insta non plus. Bon, bah écoutez, c'est bon, on est bon, hein? Ah, c'est parfait. Il est 7h07. Un petit live d'1 heure, c'est pas mal, c'est bien. Ça suffit. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc, prochain psy live. Donc, oui, c'est vrai que je le dis pas, je me présente plus et tout ça. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, pour les personnes en particulier qui veulent aller plus loin, vous allez voir sur mon site internet alapsyschool.com, ça s'appelle. Ok. Il y a des programmes qui ne sont pas des psychothérapies, mais qui peuvent vous aider à vous libérer. Et puis, s'il y a des thérapeutes qui veulent venir se former avec moi, bah, vous venez faire un tour à la boule et puis je vous formerai à tout ça, avec plaisir. Ok, donc vu que je le dis, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent et comment on a des informations sur vos formations et tout ça, bah, en fait, il faut aller voir sur mon site à la psyschool, alapsyschool.com. Ok, mais je ne dois pas être assez claire parce que c'est vrai que j'en parle pas forcément. Donc voilà, c'est quand même intéressant que les gens soient au courant. Ok? Ou vous m'envoyez un mail. Je ne sais plus quel est mon mail, à la psyschool@gmail.com, un truc comme ça. Ok, de toute façon, sur mon site internet, il y est. Ou vous m'envoyez un message en privé sur Facebook. Ok, si, quand même, important. Donc, prochain Psy Live on sera en mai déjà, du coup. Donc, le premier dimanche de mai, donc le 2 mai à 18h. Et ça va être un super Psy Live où je vais vous expliquer la dissociation. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, vous verrez ce que c'est. Et en gros, c'est le processus qui fait que quand les enfants ou quand les gens vivent des choses qui sont trop violentes, hop, ils se coupent de leurs émotions et on verra toutes les conséquences que ça a. Et donc, le titre de ce prochain Psy Live, c'est Pourquoi les victimes de viol ont du mal à se croire. Voilà. Donc, on verra ça. C'est absolument passionnant. Donc, si ça vous intéresse, puis si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez venir aussi. Vous êtes les bienvenus. Donc le 2 mai à 18h sur Insta, sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube aussi, à la Psy School, Lucie à la Psy School. Je pense que je le ferai peut-être sur YouTube aussi. Ça va être la folie sur 3 réseaux sociaux en même temps. Et puis bien sûr sur Facebook, Lucie à la Psy School. Ok? Voilà. Bon, alors c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Pas d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Profitez du soleil, lundi de Pâques et tout ça. Voilà. Ok? Gros bisous. À plus.